Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Expat en Malaisie, anciennement Push Up Malaisie. On a refait la DA et aujourd'hui on a des invités de marque, des personnes qui ont lancé, on va dire, l'attractivité en Malaisie depuis bien longtemps et je suis vraiment ravi de vous accueillir. Donc bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour les gens qui ne vous connaissent pas? Mais normalement, si vous êtes intéressé par la Malaisie, vous avez dû passer par leurs vidéos. Merci Amine pour l'introduction, c'est top. Nous, c'est la Déglingo Team. Donc voilà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Team, pourquoi? C'est le nom de notre fils, Timéo. Et voilà, puis on était une équipe un peu folle à l'époque de voyager avec un enfant en Malaisie sans vraiment connaître le pays. Et on a démarré comme ça on va dire, il y a 11 ans maintenant qu'on est en Malaisie. Donc voilà, donc moi c'est Damien. Donc merci beaucoup Amine de nous recevoir. Et moi c'est Adeline. Salam et salut à tous, nous c'est Kaina et Amine, expatriés en Malaisie depuis 2020. On a décidé de créer Expat en Malaisie pour vous proposer un accompagnement concret, humain et efficace dans toutes les étapes de votre installation ici. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un appartement ou pour lancer une demande de visa ou encore pour créer une société ou trouver une idée de business, on est là. On met à votre disposition notre expérience d'entrepreneur, notre réseau local et même des solutions clés en main pour vous lancer comme devenir vendeur sur Amazon. On est aujourd'hui la première agence francophone à accompagner les expatriés jusqu'à leur installation complète ici. Et ce n'est pas tout. Vous aurez aussi accès à un groupe privé de qualité bienveillant qui partage des valeurs éthiques fortes et des infos précieuses au quotidien. Alors si vous êtes prêt à changer de vie, cliquez sur le lien dans la description pour visiter notre site internet ou contactez-nous sur Instagram ou par email. On vous attend en Malaisie. On va rentrer, on va essayer d'apprendre à vous connaître un petit peu plus. Du coup, là, tu as dit que tu étais là depuis 11 ans. Est-ce que ça a été le projet de base de rester aussi longtemps? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'on avait l'envie de nous expatrier, la forte envie de nous expatrier, notamment en Asie. Mais on était particulièrement intéressés par le Japon. Okay. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on avait fait tout pour partir au Japon. Et puis, la Malaisie s'est présentée comme ça, à un moment donné. Et puis, via ma société. Par ta société. Par ma société, parce que j'étais ingé en France, basé à Paris. On était basé à Paris. Ouais. 5 ans de vie à Paris, bon, ça nous a suffi en tant que Lorrain pour dire. Okay. Voilà. Et après, on a commencé à dire où on peut partir. Japon, pays de cœur. Et puis après, on a vu que c'était compliqué de partir au Japon. Comme partout, en fait. Comme partout. Mais oui, si ta boîte t'envoie au Japon, t'y vas, quoi. Et là, ma boîte me dit, il n'y avait pas de projet au Japon, en l'occurrence. Dame, on ouvre une usine en Malaisie. Est-ce que ça dit d'être commercial Asie pour la boîte? Et là, on est rentré le soir. Puis typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la carte. On connaît la Thaïlande, on connaît Bali, c'est au milieu, on va tenter. Et ouais, parce qu'on n'avait jamais vu Kuala. Une escale magique de 8 heures à l'aéroport que tout le monde connaît. Et puis on s'est dit, bingo. Et on est venu en avril 2014. D'accord. 15 jours de repérage pour savoir si ça allait à peu près nous plaire. On s'est dit, ça a l'air cool et tout. Puis à l'époque, on n'avait pas d'enfants. Hein, on n'avait pas d'enfants, sans enfants. C'est plus facile. C'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Mais l'idée, c'était quand même de se dire, parce qu'on avait quoi, 29, je suis arrivée à 31. Ouais. Okay. C'est-à-dire, tu vas là, tu dis, est-ce que c'est un pays où je peux faire des enfants? Donc, on est allé avec ce regard en se disant, est-ce qu'on peut créer une famille là-bas? Est-ce que les hôpitaux sont safe? Est-ce que tout est bien? Et c'était les premières questions. Et en fait, on s'est dit, en 15 jours, ça a l'air correct à suivre. Et on est revenu, donc, juin 2014, je démarrais mon contrat. Ouais. Puis, on était parti pour, à la base, 2 ans. D'accord. Du coup, en fait, si je comprends bien, c'était une opportunité professionnelle. Ouais. Mais vous avez demandé cette expatriation. On a demandé une expatriation générale. Okay. Et il y avait Brésil qui était possible dans la liste des pays. Et la Malaisie qui a surgi comme ça. Et il fallait tout de suite quelqu'un. Et en fait, moi, clairement, j'ai levé la main direct. Mon chef, il m'a dit, c'est parti. T'étais prête, t'avais les valises déjà prêtes. Je suis rentré le soir, je lui ai dit Malaisie. Tac, 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 allez, banco. Le lendemain matin, elle m'a dit, hop, j'ai remis le CV à jour, parce qu'il voulait une lettre de motivation en interne et tout, boum. Et on est parti 1 mois plus tard, quoi. Oui. Pour le premier repérage, 1 mois plus tard. Et puis, donc, en février, et en fait, en juin, on était expatriés. Voilà. En fait, là, ce que je peux remarquer, c'est que vous étiez en avance sur le temps, parce qu'aujourd'hui, les pays dans lesquels les Français sont plus amènes à s'expatrier, à découvrir, c'est le Japon et la Malaisie. Actuellement, c'est vraiment un trend. Et ça arrive en même temps, j'ai l'impression, le Japon, on veut tous aller au Japon. Et la Malaisie aussi, actuellement, c'est après Covid, c'est vraiment... Il y a une hype. Une hype que... Nous, on avait une hype de l'Asie en général. De l'Asie, on a fait notre premier voyage en 2000, quoi.
2010 à Bali, on avait fait ça à On avait l'époque. fait Japon 2009. Japon 2009, voyage de noces, Bali, Thaïlande. Et c'est vrai qu'on avait un truc avec l'Asie, quoi. Il y avait cette douceur asiatique, il y avait un truc vraiment qu'on retrouvait pas. Et on s'est toujours dit, il n'y a pas beaucoup de moments où on était dépaysé quand on partait en vacances. Bah, tu vas en Europe, bon, c'est toujours pareil. Tu vas en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, on avait fait l'Argentine. On se sentait pas aussi safe qu'en Asie. Hein. Ouais, il y avait le côté sécurité, mais tu te sentais pas dépaysé de fou. Tu vois, tu vas en Argentine, tu vas au bout du monde, ça paraît loin, mais t'es pas fou. T'arrives en Asie, tu te dis, waouh, je comprends plus rien. La nourriture, plus rien à voir. La chaleur. T'arrives au Japon, encore pire parce que la langue, plus rien à voir. Thaïlande, pareil. La Malaisie, elle a l'avantage, en fait, d'avoir t'es un peu protégé par le fait que tu puisses parler anglais. Oui. Et du coup, facilité pour tout, en fait. Oui. Parce que s'expatrier au Japon ou s'expatrier en Malaisie, je pense qu'on n'est pas sur le même degré de difficulté. Non. Arriver en Malaisie, ça reste quand même assez facile par la langue. Tu peux parler, quoi. Enfin, si tu parles anglais, un minimum, quoi. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu regrettes ton choix? Par exemple, si tu avais eu l'opportunité d'aller au Japon et aujourd'hui, tu as vécu ce que tu avais à vivre. Alors, le Japon reste toujours dans notre cœur. Il y a toujours un petit truc. Et en plus, tu as mis le mot. Le truc, c'est que c'est vrai que là, demain, on nous dit on part au Japon, on hésite fortement. On réfléchit. Ok, jusqu'à présent. Ah ouais, encore maintenant. Okay. Par contre, il y a le côté familial quand même qui nous effraie avec le Japon, le côté, entre guillemets, se tuer au travail, qu'on n'a pas ici en fait. Et c'est bien pour la vie de famille, c'est moins évident au Japon, je pense. Moi, ça me fait un peu peur le travail d'être embrigadé dans un 8h, 20h. Après, tu es obligé d'aller boire un verre avec ton chef après le travail. T'as ce côté. Nous, cette pression sociale et du travail, en fait. On est dans une famille où on a besoin de passer du temps ensemble. On est hyper dépendants tous les quatre avec les enfants. Et le fait que si je passais beaucoup moins de temps avec eux, et en fait, c'est ce qui permet en Malaisie d'être quand même, on passe beaucoup de temps ensemble, on a du temps de qualité. Et ça, c'est ce qui nous ferait réfléchir. Après, c'est le seul pays, je pense, qui pourrait me faire partir vraiment l'expat du jour au lendemain. Le Japon, mais il y a plein de raisons qui nous freineraient. Là où la Malaisie, pour moi, aujourd'hui, je pousse depuis des années, parce que maintenant, ça fait 11 ans. Elle a un peu la bougeotte. Oui, moi, j'aime bien aussi me projeter un peu ailleurs de temps en temps. Mais moi, je dis non, on est trop bien en Malaisie. Il y a tout. Le coût de la vie, la sécurité, les enfants. On est au carrefour de l'Asie. Franchement, qu'est-ce qu'on va aller chercher ailleurs? On va se compliquer la tâche. Là, ils grandissent dans un environnement sain. Tout va bien. Il n'y a aucune raison réelle, à part peut-être la découverte. La découverte, ou demain je me fais virer de mon taf. Tu vois, une opportunité vraiment incroyable. Ce que je te souhaite. Ouais, il a failli y avoir. Il a failli y avoir, on va pas se mentir, l'an dernier, il a failli y avoir une opportunité Japon. Et on a commencé à tourner dans notre tête. On a cogité. Je suis pas allé jusqu'au bout du process parce que moi, je n'ai pas été sélectionné. Mais on a commencé à bugger. Hein. Pendant 2 mois, on parlait que de ça. Et on savait pas. On dit, si ça doit se faire, ça se fera naturellement. C'est qu'il y a un truc qui nous pousse là-bas. Par contre, si j'ai pas le job, c'est qu'on doit rester en Malaisie. Moi, en tout cas, de ce que vous dégagez, je vous vois mal au Japon. Parce que vous êtes très vivant, vous montrez beaucoup de choses. Et toute cette partie-là, vous allez peut-être devoir la sacrifier. Et du coup, ça va peut-être vous dénaturer. Mais c'est vrai que le Japon, ça reste un pays quand même assez authentique par son essence, par ce qu'elle propose. Et mais peut-être des voyages, ça suffirait pour combler ce vide, en fait. C'est exactement ce qu'on s'est dit. On va garder ça en voyage. En voyage, c'est très bien. Et puis c'est très bien parce qu'en plus, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on n'a pas envie d'être déçu du pays. On l'idolâtre tellement, ce pays, on l'idéalise tellement. Ouais. On n'avait pas envie d'être déçu du pays en vivant. On sera forcément déçu à un moment. Il y aura des choses. Il y aura plein de choses qu'on verra. Trucs que tu vois pas en 15 jours de vacances. Il y aura des choses qui... Et en fait, la Malaisie, c'est vrai qu'on l'a découverte par 15 jours. Mais derrière, on a été déçus de rien, en fait. Parce qu'on s'attendait à rien de base. C'est ça. Et on a été déçus de rien. Alors aujourd'hui, il faut faire attention parce que sur les réseaux, il y a toute une hype sur la Malaisie. Et donc, il y a énormément de gens qui promettent des choses sur la Malaisie. Et on en a vu plein. Des expats qui arrivaient 1 an, ils arrivaient, ils venaient poser les valises à Kuala Lumpur. Et au bout d'1 an, c'est pas comme on l'avait imaginé et ça repart. Et en fait, ça, personne ne le dit déjà. On le voit pas trop sur les réseaux. Mais il y a un vrai truc, en fait. C'est comme Adeline, ce que tu as dit. Là, tu peux idolâtrer le Japon, mais là, ce que tu dis, c'est aussi les gens idolâtrent aussi beaucoup trop la Malaisie. Il y a un truc, on va pas se mentir. Aujourd'hui, tu es en France, tu es musulman, tu cherches un pays où tout est halal, des plages paradisiaques, une ouverture incroyable. Il y a très peu de pays qui cochent les cases, en fait. Tu vas où? Un pays pas cher. Tu vas où? Et puis pas cher, en plus. Donc, tu vas où? Peut-être tout ce qui est Émirats et tout, c'est vite très cher et un peu compliqué. T'as l'Indonésie, mais bon, il y a plein d'endroits. Aller s'expatrier, je veux dire, à Bali, c'est pas musulman. Et la Malaisie, elle coche toutes les cases, en fait, en vrai. Et je peux comprendre que les réseaux s'emparent de ça pour en créer une hype qui montre beaucoup de bonnes choses de la Malaisie.
parce que c'est vraiment un bon pays. Donc, mais je comprends le truc. Et donc, du coup, c'est le côté j'idolâtre et tout. Par contre, il y a une phase cachée ça reste une expatriation. T'es au bout du monde. Il faut quand même parler anglais. Il y a un coût de la vie qui est pas cher quand tu fais certaines choses, mais en tant que famille expatriée, qui peut être vite cher en fait. Ça peut vite monter. Et parce que l'école, santé, c'est des choses c'est gratuit en France. Donc école, santé, c'est des choses, il faut y penser. Et on pose souvent les questions sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il faut pour venir en Malaisie aujourd'hui? Est-ce qu'avec 2000 euros, je peux venir vivre en Malaisie? On répond à des familles, on dit non les gars, il faut juste être un peu réaliste sur le truc. Mais en vrai, si on part du principe où on va s'expatrier, tous ces problèmes, tu les rencontres partout dans le monde, en fait. C'est pas des problèmes qui sont seulement liés à la Malaisie. Mais en fait, c'est plus la culture de l'expatriation qu'on n'a pas du tout en France, qui fait que, quoi qu'il arrive, on n'anticipe pas ce type de paramètres. Mais après, si on compare la Malaisie avec d'autres pays, ça reste raisonnable. Mais il faut en être conscient. Il faut en être conscient. C'est ça, il faut un minimum, il faut partir un peu avec un côté un peu safe dans le pays. C'est comme si tu vas t'expatrier au Japon, en Thaïlande. Voilà. Il faut préparer le truc, tu pars pas les mains dans les poches, dire ça a l'air super, je vais là-bas. Non, enfin, c'est pas préparer le projet. Faut préparer un vrai projet et c'est pas à porte ouverte à tout le monde aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas de vrai projet, finalement, ils n'arrivent jamais à s'expatrier parce que le visa, ça reste la chose la plus. Enfin, t'es bien placé pour le savoir. Le visa, c'est compliqué et c'est la question des réseaux sociaux aujourd'hui. Comment je fais pour venir en Malaisie, quoi. Les visas, c'est vrai que c'est une vraie question et tout part du projet. C'est soit tu es embauché, soit tu as un projet pro, du coup, il y a le côté pro, donc il faut connaître quand même là où tu vas, ou bien quand même il y a la facilité de la famille avec tout ce qui est école, etc. Mais ça n'empêche que tu dois ramener de l'argent, tu dois entretenir ta famille, donc il y a quand même un projet pro. Et du coup, c'est quoi qui vous a fait tomber amoureux de la Malaisie? Parce que je pense qu'il y a 11 ans, c'était un petit peu une énigme. Peut-être, on parle du Vietnam, on est de la France, c'est très très proche du Vietnam, peut-être de la Thaïlande, c'est vraiment famous, donc on a beaucoup de choses. Mais à l'époque, 11 ans en arrière, il y avait, comment ça s'est passé? Dans le centre-ville, il y avait plein d'endroits, il n'y avait pas de trottoir, quoi. Non, j'exagère, mais le développement 11 ans, une folie. Aujourd'hui, ce que les gens voient aujourd'hui et ce qu'on a vu en 2014, ça a quand même changé de fou, quoi. Ça a changé énormément et en fait, on est vraiment tombé amoureux des gens. En particulier, les gens les ont trouvés très gentils, la gentillesse. En fait, respectueux. On s'est retrouvé dans un pays où tout le monde était assez peu près, on va dire, posé, un peu calme. C'était presque moi le plus excité du pays, quoi, en fait. mais j'exagère, mais posé, un peu rassurant comme ça, et très ouvert d'esprit, quoi. En fait, très curieux déjà. Ils ont toujours été avec nous, très curieux. Tu viens de France. Et en fait, plein de questions. Et ce côté un peu, ils avaient un peu aussi des étoiles dans les yeux de se dire, ils sont français, ils viennent de France, mais ils aiment bien la Malaisie, ils aiment bien mon pays, quoi. Ils ont toujours essayé. C'est vrai qu'ils se posent la question souvent encore maintenant. Do you like it? Ils nous disent, est-ce que vous aimez? C'est ça, et pourquoi vous aimez? En fait, c'est vrai que la réponse, on a du mal à la donner. Parce qu'en fait, c'est pour plein de choses. Il y a plein de choses. La gentillesse. La gentillesse. Bon, le climat, quand même, assez facile, même si moi, de temps en temps, j'ai besoin de froid. Moi, le climat, lui, en Haute-Lorraine, je signe 35 degrés à vie, je prends. Ça peut déranger certaines personnes. Bien sûr. Oui, en fait, t'as l'impression de vivre les mêmes journées toujours. C'est ça, les 4 saisons, avoir toujours le même temps toute l'année. Et après, moi, je trouve tout ce qui est facilité ici. Tout ce qui est beaucoup plus facile ici, qui ne l'est pas en France, faire ses courses facilement, aller au resto facilement, avoir une femme de ménage facilement, je sais pas, trouver un appart facilement dans la journée, avoir un rendez-vous médical, on a, je sais pas, de la fièvre, on va chez le médecin en 2 heures, on a les médicaments, enfin tout ce qu'il faut. C'est un bonheur. C'est la facilité de vie, en fait. En fait, c'est ça, le mot facile. Simplicité des locaux, facilité. Et en fait, quand toujours quelqu'un qui aide. Toujours quelqu'un, franchement, moi, tu vois, genre, on arrive dans un appartement en 2014. Je suis handicapé des mains, je sais pas faire un trou dans un mur. C'est vrai. Quand tu dis ça et que tu vas en bas du condo et tu dis mais ouais, il y a quelqu'un, il peut venir. Le mec, il vient te faire 10 trous dans les murs et il te demande 20 ringgit. Ça, tu regardes, tu te dis mais ça c'est 4 €, il y a un mec qui est venu faire des trous dans les murs, c'est improbable. C'est ça. Alors, mais tu vois, sur des trucs simples comme ça, oui, de la vie quotidienne. On s'y habitue, parce qu'au début, tu racontes ça à n'importe qui en France, il va dire regarde-moi cet assisté là et tout. Mais en fait, au final, tu te prends dans le truc et lui, ça le fait vivre. Il a son petit truc. Toi, t'es là, t'as ce côté, je me prends pas la tête. Et ça, ce côté-là, en fait, tu baignes vite dedans. Et ça, on et si on nous le retire du jour au lendemain, c'est vrai que c'est dur. On serait habitué, forcément, parce que l'humain s'habitue. Tuto YouTube pour aller faire un retour si vous envisagez un retour en France, enlever toutes ces habitudes, ça va être compliqué. Surtout, tu as mentionné un point, je pense, hyper important, c'est que ici, on va dire, le côté médical,
c'est vraiment c'est accessible, plaisant. quoi. C'est vraiment plaisant. Parce que elle est infirmière de base. Ah oui, c'est vrai. je suis infirmière de formation, donc c'est vrai que, en plus, j'entends tout ce qui se passe en France, le délai pour avoir des rendez-vous médicaux, les enfants malades, on peut pas aller aux urgences, ça dure des heures et des heures. Ici, c'est une dinguerie. chaque fois que j'ai un problème, je vais aux urgences. Alors, le mot urgence fait peur. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que je sors, je suis rassurée. En J'y vais 1 heure. souvent aux urgences. En 1 heure, montre en main, c'est réglé. C'est réglé, quoi. C'est quel hôpital que vous recommandez? Nous, on en a trouvé un à Petaling-Jaya. Pour nous, c'est et Guinegel. Guinegel, ouais. Guinegel, oui. Alors nous, on allait beaucoup à Prince Court parce qu'on n'habitait pas loin à l'époque au centre-ville. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il est un peu plus loin et je me suis fait opérer à Dessa Park. À Dessa Park, il est bien, ça va. Nickel. Ligament croisé à Dessa Park, validé. C'est vrai. À l'époque, quand tu es venu à Decathlon, tu avais du mal à marcher. Oui. Depuis le temps. Ouais. Et là, ça va mieux? J'ai fait l'opération Okay. à Dessa Park. Ouais. Et ça s'est super bien passé. Ça fait 6 mois aujourd'hui, quasiment. 6 mois. Ouais. Super. Et du coup, depuis que tu es venu, et aujourd'hui, j'imagine que ça a changé. Est-ce que tu penses que c'est un changement positif ou tu aurais préféré, c'était mieux avant, toujours la question qu'on se pose? Non, c'est bien. C'est l'évolution, la modernité. C'est quand même bien, ça a quand même bien évolué. On va dire Kuala Lumpur, attention. Oui, parce que Kuala Lumpur, ça a explosé. Le reste de la Malaisie. Les grosses villes comme Penang, Penang aussi. Alors, dès que tu vas dans la kampung, tu pars un peu, tu sors des sentiers battus, ça n'avance pas, quoi. On va dire, dans les campagnes malaisiennes, ça reste, très primaire et tout. Et j'adore. On a allez-y balader, tu passes en voiture. Ça a ce côté très cool. En fait, ce qui fait que t'as le côté moderne de Kuala qui s'est développé à fond. T'as un mini, on dit toujours c'est notre mini Tokyo, quoi. De mieux en mieux, tu vois. Et, le reste du pays qui est stable, quoi. Mais il y a pas eu de démographie ou de croissance folle. Et non, ça s'est développé en bien parce que ça paraît fou, mais sur plein de produits qu'on trouvait pas à l'époque. Franchement, tout ce qui est produit importé, c'est vrai que c'était difficile au début. Il y avait aujourd'hui, maintenant, tu trouves produits français. En fait, on a découvert via la Malaisie que la France était très forte sur les produits laitiers, le beurre, les yaourts. J'avais aucune idée. En fait, je me rendais même pas compte. C'est quand on est allé il y a 10 ans chercher nos premiers yaourts et tout, on s'est dit il y a rien. Il y avait rien. On se battait, on faisait tous les magasins pour trouver cette petite marque de Danette là. C'était pas de la Danette, c'était du Elevir ou un truc comme ça. Il y avait un choix dans le truc. On s'est dit mais c'est fou en fait. Et tout ça en fait aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Donc on va pas se plaindre. On trouve les produits qu'on aime. Et à l'époque il y a 10 ans quand ma mère elle me demandait tu veux que je te ramène des trucs ou tu veux ramener des trucs, on ramenait. Aujourd'hui on dit non mais franchement tranquille. Aujourd'hui si ma mère elle me rappelle elle m'avait envoyé des Kinder Chocobon et des Bueno par avion par la poste. Ils sont arrivés, on avait ouvert les Bueno, il y avait des morceaux blancs partout, il avait fondu à Dubaï sur le tarmac, j'imagine le truc. C'est pour dire à l'époque, tu vois, c'était même des Kinder qui est un truc basique. Aujourd'hui, c'est un peu, c'est normal, quoi, en fait. Et ça, à l'époque, ça a vraiment changé. Même nous, quand on rentre en France, on revient plus les valises pleines. Non, pas plus que ça, en fait. Non. Franchement, on trouve beaucoup plus de produits importés qui nous faisaient plaisir, quoi, clairement. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a tout, franchement. Il y a tout, surtout là, maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de boulangeries qui. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'année dernière ou cette année, la dernière édition de la compétition mondiale de boulangerie, je crois qu'ils sont arrivés 2e ou 3e la Malaisie. Derrière le Japon d'ailleurs, non? Ouais, je crois, c'était une folie. Mais on commence à trouver, on va dire, il y a quelques bonnes boulangeries. Alors, faut rouler 20 minutes, mais on trouve, si on veut, on peut trouver. Donc, ça, c'est très bien. Ça paraît bête, mais manger du pain pour un Français. Ça fait partie des trucs de l'expatriation. On dit, il n'y a pas de pain ici. Quand les parents et tout, ils arrivent, alors ils viennent pour 15 jours, donc ça va. Mais toi, quand tu y vis, bon, t'es bien quand même. Et vous avez switché sur la bouffe malaisienne au quotidien ou non, vous êtes resté français? Non, pas trop. Non. Alors, on ne cuisine pas forcément non plus français que ça. Le truc, c'est que les gens s'inventent une vie. Le français s'invente une vie. Et on prend des mauvais commentaires sur les réseaux. Des fois, on est là, on va manger dans un restaurant un peu chic, machin. Ouais, vous êtes en Malaisie, il faut manger malaisien. Je dis non, mais en fait, on habite là, quoi. On habite là. Et de base, donc, switcher sur de la nourriture malaisienne, il faudrait quoi? Que je cuisine mon nasi lemak à la maison, je fais mon char kway teow perso, mon chicken redang. C'est hyper compliqué, je sais pas faire, en fait. Moi, c'est hyper difficile. Et puis, en plus, à chaque fois, c'est des grosses quantités. On n'est que 4.
bah, je sais On va pas, cuisiner pour, tu rentres le soir, bah, tu fais cuire ça. tes pâtes, tu prends tes steaks Uncle Jack comme à la maison, tu fais un poisson pané, tu fais un petit cordon bleu pour les enfants, tu manges comme on a été appris, on fait une purée maison à l'ancienne. Papa, tu me fais un puits, tu mets la sauce, tu fais un petit bœuf en sauce. Enfin, c'est des trucs qu'on sait faire, quoi, en fait. C'est ce que. C'est la cuisine très simple. Hein, truc comme on a appris. Mais après, à l'extérieur, bah, c'est vrai qu'eux, on a des enfants en plus qui mangent haut de gamme. Ah, haut de gamme. Non, ils aiment bien les sushis. Ah, ok. Ouais, ils aiment bien les sushis. Non, mais. Donc, c'est vrai que dès qu'ils veulent aller manger dehors, ça va être plutôt sushi. Après, ils ont des goûts comme les Français. En fait, ils vont manger burger, pizza. Ouais, comme tout le monde, en fait. Et la nourriture malaisienne, bah, elle vient s'intégrer dans le plan alimentaire, mais pas plus que d'autres. Pas à la maison. À la maison, non, impossible. À la maison, franchement. On ne sait pas cuisiner. Ça serait mentir dire, ouais, j'ai fait un riz à la coco. Ou... Non. On a pris des cours de cuisine. On se dit, qu'est-ce que je vais mettre? On va pas s'embêter à faire de la cuisine malaisienne alors que tu vas en bas à 20 ringgit, t'as le mec qui le fait 10 fois mieux que toi. Il le fait 10 fois mieux que toi, tu peux aller manger dehors, t'as pas de vaisselle à faire. Qu'est-ce que tu t'embêtes, en fait, tu vois? Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Mais moi, j'aime beaucoup quand même. J'aime beaucoup la nourriture malaisienne. Enfin, franchement, il y a. Oui, il y a vraiment quelques plats qu'on adore. Pas tous les plats. Ça serait mentir de dire que tout est incroyable, parce que pareil, sur les réseaux, tu vois, tout est incroyable, tout est fou. Ça reste quand même très épicé. Ça reste épicé. Une fois que tu as été malade une fois ou deux sur certains street food, tu es quand même vacciné en 10 ans, tu fais quand même attention. Et surtout quand tu as des enfants. Ouais. Tu n'as pas envie de leur donner n'importe quoi. C'est ça. Mais, on mangeait plus à l'extérieur avant les enfants. À l'époque, ça ne me dérangeait pas d'aller manger au Mamac du coin 3-4 fois par semaine sans problème. Tu tombais un coup malade, ça passait. Mais maintenant, avec les enfants, on fait gaffe. En fait, quand on va manger local chez Madame Kwan ou autre, ça reste un petit restaurant un peu clean. Il y a le côté hygiène, je trouve, qui a pris un peu le dessus avec les enfants. Qu'à l'époque, tous les deux, on réfléchissait pas trop, quoi. On a tout testé, en fait. Après, quand on fait le tour, au final, on regarde quand même nos habitudes. Et c'est vrai que nous, on a de la chance, c'est que la bouffe française, au final, ça prend 2 minutes. Tandis que la bouffe malaisienne, ou bien même chez nous, la bouffe arabe, même si moi je mange chez ma mère, chez moi je fais jamais, je cuisine pas arabe, ça sert à rien. C'est trop compliqué, on a trop de choses à faire. On est trop busy. Donc du coup, après c'est bien aussi parce que ici c'est vraiment pas cher, donc tu peux découvrir plein de saveurs. C'est un melting pot incroyable. Tu peux manger Chinese, tu peux manger Japanese pour pas grand chose. Et voilà, là, c'est cool. Après, vous avez une expatriation, on va dire, qui a été plus liée au projet, ton projet pro. Donc, en tant qu'ingénieur, si tu peux préciser. Ouais, je suis ingénieur de production de base. Et aujourd'hui, je suis rentré après mon école d'ingé dans une usine. On extrait du calcaire et on produit de la chaux. Donc, j'exporte des cailloux crus et des cailloux cuits vers toute l'Asie. Est-ce que ça fait partie des terres rares? Ça fait c'est du limestone, c'est du calcaire classique. Donc, mais il y a certains de nos clients qui font des terres rares. En fait, on leur envoie de la chaux et du calcaire pour qu'ils traitent leurs terres rares. Mais Et toi, tu as monté un projet. Oui. Et c'est là où je voulais vraiment découvrir. C'était pourquoi déjà. Je sais que vous êtes passionné de voyage, donc pour moi, ça a tout son sens de joindre l'utile à l'agréable. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton projet en Malaisie? D'accord. Alors oui, donc de base, c'est vrai que je suis infirmière de formation, donc j'ai travaillé en France. Et ici, c'était impossible de travailler en tant qu'infirmière, le diplôme n'est pas reconnu. Donc les premières années, j'ai fait quelques petits boulots à l'école française, prof de français, des choses comme ça. Et puis j'ai vite vu que c'était pas ce qui me plaisait le plus. Et effectivement... J'ai fait infirmière à l'école française. Je suis fière de le dire. Alors. Oui, c'était impossible, mais je l'ai fait. Ah bon? J'ai fait un remplacement. Est-ce que c'est toujours possible? J'avais fait un remplacement de congé maternité. Bon, ma femme, si elle a cette opportunité, elle va pas lâcher. Elle peut. Voilà. Et puis, du coup, c'est vrai que j'ai toujours été passionnée de voyages, langue étrangère et tout ça. Et organiser mes propres voyages, c'était vraiment ma passion. Et puis même conseiller les gens, en fait, dès qu'ils venaient en Malaisie. Donc au départ, c'était pour la famille qui venait, les amis qui venaient. Donc je leur conseillais un petit circuit et tout ça. Et puis après, c'est vrai qu'on a lancé notre chaîne YouTube. Donc quand Timéo est né, donc d'où la Déglingoteam. 2017, du coup, ouais. On a fait laissé départ à lui ou pas encore? Il sait pas encore. Le problème, c'est la petite. Oui, parce qu'en fait, c'est Tim et elle s'appelle Tilia. Donc, elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans, elle n'a pas compris encore. Mais quand elle va comprendre, elle va nous faire un procès. Ouais. Et du coup, donc c'est vrai que notre premier voyage à 3, c'était Hong Kong. Ouais. Et puis, donc toi, à côté, tu étais aussi passionné de faire nos montages de voyages. Moi, j'ai toujours fait du montage vidéo depuis toujours.
C'est-à-dire, on partait, notre premier voyage en Turquie en 2008, j'ai fait une vidéo. On est parti en Argentine, j'ai fait une vidéo. Purement perso. Sans iPhone, avec le matos. Juste avec un petit caméscope et un petit film de 1 heure, un DVD. Hop, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien. C'était vraiment, parce que j'adore faire ça, en fait. Et voilà, on a démarré comme ça. Et donc, du coup, en 2017. Et donc, 2017, c'est vrai que tu m'en avais parlé. On va mettre le film, donc la vidéo sur YouTube et tout ça. Au début, je n'étais pas trop d'accord parce que, voilà, mettre les enfants sur YouTube, c'est pas mon truc. C'était pas tout à fait comme ça. C'était, je t'ai dit, il y a Timéo est né, il a 7 mois, 8 mois. On va faire plein de voyages, on en faisait vraiment énormément. Et on fait quoi pour les grands-parents, en fait? On va pas leur envoyer des vidéos WhatsApp tous les 4 matins et tout. Il fallait les mettre sur USB, ils n'arrivaient pas à les ouvrir. Je dis, prends pas la tête. Pénible, je te dis, je me rappelle, on est dans le taxi, je dis, je prends mon téléphone comme ça, je commence à parler. Ouais, alors là, on est Yosh la famille. Le Yosh la famille, parce que c'est pour comme ça. Ça vient de là. Yosh la famille, c'est pour papa, maman et tout. Alors là, aujourd'hui, on part à. Yosh, c'est qui? Alors Yosh, ça vient du Japon. Ça vient du Japon, en fait. C'est Yosh. Yosh, c'est un truc en japonais. C'est quand t'as réussi quelque chose. T'as réussi un truc. Yosh. Alors, ça veut rien dire. Yosh la famille. Et du coup, en fait, la famille, c'est pour notre famille. C'était vraiment pour la famille. On s'est dit comme ça, on fait un petit film, hop, 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait, on le met où? Je dis, bah, vas-y, ouvre une page YouTube, tu le mets dessus, comme ça, ils regardent quand ils ont le temps, parce qu'ils ont jamais le temps de rien. C'était en privé, alors, du coup? C'était même pas en privé, non, je l'avais mis comme ça en public. Mais à l'époque, tu vois, c'était 2016, 2017. C'était pas encore, je trouve, il y a pas encore il y a un peu de hype sur YouTube, mais c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. Et je dis, on le met, on verra. Et puis, on a commencé à faire plusieurs vidéos. 1, 2, 3, 4, 5, 10 sur. C'est vrai qu'on a commencé à avoir des abonnés à ce moment-là. En fait, de plus en plus de questions de gens qu'on connaissait pas, en fait. Et puis donc moi, c'est vrai qu'à l'époque, je travaillais ou je faisais ma formation pour faire prof de français. Ça me prenait de plus en plus de temps de répondre aux messages. Ouais. Et puis c'est toi, à un moment donné, ça se passait pas très bien en plus dans le boulot que j'avais, et puis qui m'a dit pourquoi tu ferais pas payer tes services? Ouais, on n'avait pas énormément d'abonnés, tu vois, genre 1000 abonnés sur YouTube. Mais Insta, pareil, on faisait un peu les deux, qu'on partageait le lifestyle. Mais on voyait que tu avais de plus en plus de questions. Et ça me prenait de plus en plus de temps. Et moi, j'étais au taf, j'avais pas le temps de répondre. Je dis, vas-y, bah, réponds. Elle me dit, ouais, dame, c'est gentil, mais tous les matins, 1 heure, 2 heures, je réponds à un tel, je réponds à ci. Elle me fait, j'en ai marre. Mais c'est ça. J'en ai marre c'est cool, mais en fait, pourquoi je réponds à tout le monde? Je dis, bah, elle dit, c'est bien, mais je réponds toujours pareil. Alors, est-ce qu'il faut venir en juillet? Est-ce qu'il faut venir en août? Et à la fin. C'est ça qu'on a commencé aussi, nous, à orienter nos vidéos là-dessus, en se disant, on va répondre à des questions, sur la météo, par exemple. Quelle saison venir et tout ça. Donc, on a commencé à faire des vidéos un peu plus tuto, en plus de nos vlogs de voyage. Oui. Et puis, il n'y a pas eu d'intérêt derrière de créer une chose, en fait. On n'a jamais été entrepreneur, on était toujours salarié, donc on n'a même pas l'esprit, en fait, on va dire ça. Mais le fait d'avoir ces questions et que ce soit mal passé à l'hôpital. Oui, ça se passait mal. Donc, c'est vrai que moi, j'étais sur le point de quitter mon travail. Et je voulais à aussi. L'hôpital J'avais travaillé dans un hôpital local, mais pas en tant qu'infirmière. J'étais, comment ils avaient appelé ça? PR, Patient Liaison Officer. En fait, en gros, dès que je voyais un étranger rentrer dans l'hôpital, il fallait que je lui saute dessus et que je m'occupe de lui, en fait. Comme, en fait, tu lui facilites les choses. Voilà, c'est ça. On m'a jamais fait ça. Et puis, en fait, c'était ce côté business de la médecine qui me dérangeait, parce que c'était vraiment, il fallait pas que je le lâche, parce qu'il fallait que ça devienne un client. Quoi. Ah, ok. Et en fait, ça s'est mal passé, parce qu'en plus, ils m'avaient promis un visa qu'ils ne m'ont jamais fait. J'étais bien payée. J'étais très bien payée. À un moment donné, mon salaire est sorti, et là, les gens ont commencé à être très désagréables avec moi. Ah, jaloux. Très, très jaloux, parce que les infirmières, qu'est-ce qu'elle fait, cette blanche à l'hôpital, elle est plus payée que nous, elle fout rien en plus. Les gens qui les gens de l'hôpital, quoi. Juste pour savoir, tu étais payée comme une Française ou tu étais payée comme quelqu'un d'autre? Je crois que c'était tu faisais pas un temps plein. Alors, je faisais pas un temps plein déjà, j'étais payée 5 000 ringgit pour un 20 heures par 20 heures, et donc ça faisait du 10 000 pour temps plein, 40 heures. 10 000 ringgit. Mais quand tu sais que mais bon, les infirmières, elles étaient payées peut-être 3 4 000. Et en fait, elles débarquent de nulle part, et en fait ça en fait, tant que ça se sait pas, il y a pas de problème. Et ça s'est su, et il y a eu un truc. Et en fait, là, on a découvert quand même une facette du pays que je pense peu de monde a vu. Et en fait, on a vu ça, on a dit, waouh, elle est rentrée, elle pleurait le soir et tout. Et je dis non, je veux pas retourner, parce que bon, en France, infirmière, c'est quand même difficile. Et je voulais pas retourner justement dans ce type d'ambiance au travail. Et je suis rentré de la maison, je dis, ok, t'es pas bien, j'ai une idée. Voilà. Je lui ai dit. Non, tu m'arrêtes, tu m'as dit, t'arrêtes du jour au lendemain, tu me donnes ta lettre de démission. J'ai une idée. Qu'est-ce que t'aimes faire? Et je lui ai dit, t'aimes créer des voyages? Depuis toujours, je suis, ouais. Et je lui dis, pourquoi tu créerais pas des voyages pour les gens qui veulent visiter la Malaisie? Avec toutes les questions que t'as toutes les réponses, pourquoi tu essaierais pas de faire ça? Et par contre, on a commencé à regarder création de voyage, agence de voyage, et on a commencé à se renseigner sur ce qu'on pouvait faire, en fait. Et là, on a tout de suite vu que c'était compliqué de créer une agence de voyage en Malaisie. Voilà.
Oui, c'était compliqué parce qu'il y a plusieurs critères qu'il faut avoir. Donc déjà, il faut avoir un partenaire local. D'accord. Bon, à l'époque, j'avais pas de partenaire local parce qu'il faut donc créer une société avec un partenaire local. Et j'avais pas de partenaire local en qui j'avais assez confiance pour créer ma société. Ici, je connaissais personne qui travaille en plus dans ce domaine-là. Et puis, il fallait aussi avancer un capital assez important parce que le tourisme, c'est quand même un domaine qui est protégé, un peu comme l'éducation, la santé, même tout ce qui est restauration et tout ça. D'accord. Et voilà, comme je ne savais pas si ça allait marcher. Plus la licence de tourisme. Plus la licence de tourisme. Il fallait la licence de tourisme. Et pour avoir une licence de tourisme, il faut avoir un diplôme dans le tourisme. Dans le tourisme. Chose que je n'avais pas. Ce diplôme, il peut être international, il n'est pas forcément... Je peux avoir un diplôme français, mais il fallait que je le prouve, en fait, que j'ai un diplôme dans le tourisme. Et puis, c'est vrai que le capital était assez important. Donc, comme je ne savais pas si ça allait marcher, je ne me voyais pas d'investir autant d'argent pour finalement pas savoir si j'allais gagner. Et puis, donc, on s'est renseigné comment je pouvais ouvrir ma société, parce que je voulais quand même être légale de ce côté-là. Et donc, on a trouvé le système auto-entreprise en France. Okay. Donc, je pouvais ouvrir mon auto-entreprise et travailler depuis ici. On a démarré comme ça, ouais. Donc, j'ai ouvert ma société, mon auto-entreprise. Travailler en ligne, en fait. En ligne, oui, c'était totalement pas en physique. En ligne, puisque de toute façon, j'avais pas ouvert métier digital en ligne, conseil en ligne. Donc ça passait, Il fallait avoir un site internet, on avait déjà un site internet, blog, tout ça. En tout cas, ta clientèle, elle était en France. Elle était basée en France. Francophone voilà. plutôt. Donc, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et puis, donc, j'ai ouvert ça en octobre 2018. Et j'ai eu mes premiers clients en janvier 2019. Et comment ça se passe? Ça se passe... Alors, au départ, c'est vrai que c'était tout par mail. Bon, ils allaient voir notre chaîne YouTube, ils nous posaient des questions. Donc, en fait, c'était beaucoup d'échanges de mails. Et au départ, j'avais des prix qui étaient assez bas, en fait, puisque je voulais tester, voir si ça allait marcher. Donc, moi, en fait, ils me contactaient en me donnant leur budget, leur date de voyage, en me disant, bon, voilà, on est tant de personnes, on veut un circuit en Malaisie. Donc, moi, je crée un circuit avec les différentes étapes, recherche des hébergements, activités, tout ça. Et puis, je leur remettais un petit roadbook où ils avaient tous les liens pour réserver eux-mêmes. Donc, c'était un peu la limite de mon activité. C'était que je faisais tout pour vous, mais je ne réserve pas. Je vous envoie les liens pour réserver vous-même. Oui, c'est là qu'il y a la limite légale, en fait. De l'agence en ligne. On ne peut pas réserver pour les gens, en fait. Okay. L'agence en Malaisie, si tu as une agence de tourisme malaisienne, tu peux booker pour les gens, faire un package complet, le voyage Malaisie à 5 000 €. Boum, on réserve pour vous. Voilà. La limite de l'activité de travel planner ou de coach voyage, tu l'appelles comme tu veux, c'est que c'est les gens qui doivent réserver. C'est-à-dire qu'elle leur retransmet le lien booking pour les 2 jours là et tout. Ils cliquent, ils mettent leur carte bleue, ils réservent. Et en fait, voilà, elle n'a pas le droit d'aller négocier avec les hôtels sur place pour avoir des tarifs. Donc, ce qui fait aujourd'hui la beauté du truc, c'est que les gens, ils ont l'impression de ne pas se faire avoir, entre guillemets, je dis pas se faire avoir par une agence de voyage qui va charger avec des marges de fou. Ils payent le juste prix. C'est-à-dire que les billets d'avion, il n'y a pas de marge. Les hôtels, ils payent exactement ce qu'il y a sur Booking avec des conseils qui sont via notre expérience. Les transports, elle donne un carnet de contacts, de taxis, de choses qu'elle remet aux gens. Tu contactes un tel, tu lui... Et en fait, ce qui fait qu'à la fin, ils ont, on va dire, l'impression d'avoir un voyage, on va dire, authentique, sur mesure, parce que... c'est très personnalisé, parce que c'est vraiment pour eux. En fait, j'écris vraiment un carnet de voyage pour eux. Mais c'est assez subtil, quand même, c'est juste le paiement, quoi. Ça veut dire qu'au final... Alors... Enfin, je sais pas. Oui et non, parce qu'en fait, il y a la responsabilité derrière. C'est-à-dire que quand une agence de voyage, tu lui payes 5 000 €, elle fait les réservations. Il se passe quelque chose, c'est l'agence de voyage qui prend la responsabilité. Il y a une annulation et tout. Nous, on n'a pas envie d'avoir cette... C'est la personne qui réserve, donc là, en cas d'annulation, c'est la personne qui gérera l'annulation. Moi, je peux les aider à retrouver un hôtel, etc., comme je leur dis toujours. Mais je ne gérerai pas le côté annulation. Faut se faire rembourser, faut... Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'aussi on est moins cher qu'une agence de voyage. Oui, voilà. Alors moi, c'est vrai que les gens me payent sur un forfait et ne payent pas le package global. Ouais, c'est un forfait, voilà, on fait le forfait. Organisation. Ouais, c'est super. C'est 30 € par jour de voyage. Et tu es toujours sur... bon, après, on s'en fout un petit peu de ta structure légale. Parce que c'est légal, parce que ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de parler de ton activité. Mais tu as pu faire la transition en étant en Malaisie, ou bien tu es resté surtout... Parce que j'imagine, au niveau des taxes, ça doit pas être avantageux de repayer des impôts en France, etc. C'est vrai que l'auto-entreprise, c'était assez chargé. Alors, on a arrêté, on va pas se mentir. C'était combien? Je sais même plus. C'était 22,4 plus... 22,4, puis ça a encore augmenté. Puis en fait, t'étais lié à la France. Et en fait, en plus, on payait des impôts en France pour... On n'avait même pour pas rien, parce que j'avais pas l'accès aux soins, machin. Donc, sociale,
Et en fait, on a changé de structure. En fait, l'avantage de l'Asie, c'est qu'il y a pas mal de partenariats. Et avec Hong Kong, tous les business digitaux, en fait, te permettent de créer une structure ultra light, en fait. Super. Et entre Malaisie et Hong Kong, il y a ces accords-là, ce qui fait que tant que ça reste, on va dire, des capitaux étrangers, t'es pas taxé en fait en Malaisie. Donc ça reste un bon plan. Et il y en a plein qui ouvrent des boîtes à Hong Kong ou à Singapour ou même à il y avait la boîte, on avait regardé un peu les trucs un peu faisables. Et tant que ça reste un business digital en ligne, sans agence physique, sans prestations sur place, on va dire, dans le pays, il n'y a aucun souci. En fait, c'est un business digital de conseil en ligne. Donc, ça passe très bien. Voilà, c'est plus du conseil. Oui, voilà, c'est vraiment une société de catégorie conseil, voyage. Conseil, consulting. Ouais. En tout cas, avec tous les voyages que vous avez fait en Malaisie, tout ce que vous nous avez montré via votre chaîne YouTube, forcément, je pense que la confiance doit être là chez les gens et je vous souhaite beaucoup de succès. Mais la demande, tu as des journées chargées ou bien ça va, c'est plus gérable? Est-ce qu'il y a des saisons? Est-ce que tu es disponible? Quand est-ce que combien de temps il faut te contacter pour préparer un voyage? Toutes ces questions que les gens pourraient... alors oui, c'est un boulot maintenant qui m'occupe à 100%. Effectivement, il y a des saisons. Donc forcément, comme je me concentre vraiment sur les familles voyagent plutôt l'été, donc sur juillet-août. Donc c'est vrai qu'il y a une forte demande à partir de décembre-janvier qui rediminue sur les mois de mai-juin puisque les gens commencent à arriver. Donc voilà, jusqu'à août-septembre. Après, il y a septembre, ça reprend un petit peu pour les voyages du mois de décembre de fin d'année. Donc il y a vraiment quand même des histoires de saisonnalité. Après, c'était au niveau du délai de demande. Donc je peux prendre du last minute. Après, c'est plus compliqué de gérer le last minute parce que quand il n'y a plus de dispo ici, moi, comme je dis toujours, je n'ai aucun pouvoir sur les hôtels en leur disant libérez-moi une chambre tout de suite. Voilà, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Tu le vois bien là, sur les. Là, ça devient très compliqué. On est le 15 avril. 18 avril. Pour le mois de juillet, tout est plein. Août, déjà. Juillet, août, Perensian. Ça fait déjà 2 mois que c'est comme ça. Parce que la hype des réseaux, c'est Perensian. Et les gens, ils font on a vu votre vidéo sur Perensian, on veut absolument y aller. Fait mais là, on est le 15 avril. Il reste tous les bons plans, ils sont partis depuis le mois de février. Tous les bons rapports qualité-prix, ils sont partis. Il reste que les trucs ultra chers à 500 € la nuit. Le Marriott. Marriott. Là, les gens, je suis désolé, il reste que le Marriott. Et là, en fait, c'est compliqué. Donc, il faut bien préparer son voyage à l'avance. C'est plus de 6 mois à l'avance maintenant. Mais même au niveau du prix des billets d'avion, c'est plus intéressant de les prendre en novembre pour l'été que de les prendre maintenant. En fait, ils peuvent contacter last minute, mais en fait, si tu veux gagner de l'argent et du temps et avoir la meilleure expérience possible en voyage en Malaisie, il faut s'y prendre novembre-décembre, t'es tranquille pour l'été d'après. 6 mois à l'avance, t'es bien. Après, dans les hors-saison... Hors-saison, il n'y a pas de souci. Maintenant, réserver maintenant pour partir peut-être même Mai-juin, mai-juin. elle fait encore la place. Plus facile. Ou alors me contacter en juillet-août pour partir septembre-octobre, il n'y aura aucun souci. Par contre, pour l'été, et puis comme les familles voyagent de façon plus nombreuse, forcément, il va falloir plus de chambres et tout ça. Donc là, je conseille vraiment de me contacter fin d'année, début d'année. Et vous faites des collabs avec des hôtels Pas du tout. Jamais. On a demandé c'est un truc à creuser, non? On n'a jamais fait, on est bête. On a demandé une fois. En fait, il y a beaucoup d'hôtels où on va, on montre, on a fait de la pub gratuite, entre guillemets. Alors déjà, personne ne propose vous savez que moi, je pensais que c'est les hôtels qui vous contactent. Zéro. Je vais te donner la chambre et tout? On paye tout. Ah oui, absolument tout. Dis-toi bien que dans toutes les vidéos, donc on est sur YouTube, on a 330 vidéos sur YouTube. On a payé tous nos restos, tous nos hôtels. Donc, si à la fin, je sors du resto, c'est dégueulasse, je le dis dans la vidéo, je dis, c'était pas ouf, franchement. Tu vas avoir cette liberté. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Après, t'es payé, entre guillemets, attention, tu vas dire quoi? Tu vas dire, vas-y, c'était dégueu ton truc. Non, et l'hôtel, pareil. Si on dit, bon, ça c'était pas mal, mais là c'est pas ouf. En fait, vu que de base, de toute manière, c'était pas pour créer un business, cette société-là, c'était vraiment pour mettre des vidéos. On n'a pas besoin de ce truc-là. Je sais qu'un collègue à nous qui est au Vietnam, il le fait en fait avant d'arriver dans les pays. En fait, il écrit à tous les hôtels pour savoir, pour pouvoir tester des hôtels et tout. Ça se fait énormément dans le voyage. Nous, on l'a jamais fait. Zéro. Si on l'a fait une fois pour Bateau. Et puis en fait, ils nous ont envoyé. Bateau, on leur a fait. Franchement, personne n'était jamais allé. On leur a fait une vidéo de dingue. Il y avait le drone, il y avait tout ce que. Franchement, la vidéo, je la regarde encore, je la kiffe. Tu vois. Vraiment, elle est bien. Et à la fin, on s'était dit, est-ce que vous faites des collabs? S'il y a des gens qui viennent chez vous, est-ce que... Et en fait, je dis non, même le sultan, il paye sa chambre, parce que l'île, elle appartient au sultan et tout. Donc, nous, il y aura jamais de collaboration. Et je dis, vas-y, on demandera
personne. Bah, après, ça peut être de l'affiliation. S'il passe par ton lien, il réserve. On avait demandé, on voulait un lien. Un truc tout simple, Alors, la seule affiliation qu'on a aujourd'hui, c'est Booking. En fait, voilà, on a le partenariat Booking, c'est-à-dire que on demande aux gens quand ils réservent d'utiliser la plateforme Booking et ils reversent 4%. Donc, sur un hôtel à 100 euros, c'est 4 euros la nuit, un truc comme ça. Donc, mais bon, sur un voyage de 15 jours, c'est vite 50 à 100 euros de commission en plus. Donc ça, c'est cool. C'est le seul truc, quoi. Mais voilà. En fait, il faudrait plutôt travailler avec Booking, Agoda, Agoda, voilà, Agoda, ça. ouais. Ça, en fait, on fait du Booking. Toutes ces plateformes-là. Ça nous va très bien. Ça permet de, au moins, on n'est pas intéressé quand on recommande un hôtel, quoi. On n'est pas à dire. Oui. Je leur dis tout le temps à mes clients, j'ai aucun intérêt à recommander. Ça, c'est bien les le hôtels, savoir parce que du coup, quand tu vas conseiller quelqu'un, ça sera très authentique. Ça sera pas le fait que les gens sachent que tu prends une commission derrière et du coup, elle va vendre la chose là où elle gagne le plus et tout. Donc ça, c'est bon à savoir. Oui, bien sûr. J'ai jamais été influencé. Non, mais même auprès des prestataires que je recommande, les guides, les chauffeurs et tout ça, je ne reçois jamais rien de personne et je demande jamais rien de personne non plus parce que c'est important. Ouais, c'est important d'avoir, mais même avec eux, du coup, avec les prestataires, j'ai une relation de confiance. On a eu quoi? On a eu très peu de collabs. On a eu une fois une application qui nous avait demandé de faire un truc sur un portail. On avait on a fait une pub sur Insta. Oui, voilà. c'est ça que c'est pas le genre de choses qui nous intéressent. Ouais, on nous a demandé, on nous a envoyé. Est-ce que vous voulez tester une tente? Est-ce que vous voulez tester un hamac? Des choses comme ça. Franchement, on a dit non à tout. Des sacs, t'avais eu un sac. Parce que le sac était trop bien. Le sac, et du coup, on a fait une pub. Tu le voulais. Ah, de ouf. Et là, du coup, je l'ai fait et j'ai mis le paquet, mais il était trop bien, donc il n'y a aucun problème. Moi, je suis un convaincu dans la vie. Donc, donc si tu pars, c'est que tu es convaincu. C'est pas pour faire plaisir aux autres. De fou. Ça, c'est bien. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est intéressant de faire des bonnes collaborations qui vous ressemblent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de marques qui sont prêtes à payer pour avoir votre visibilité et tout. Et il y en a plein qui le font. Ouais. Ça viendra peut-être. Ouais, ça viendra. Il y a eu, on va dire, il y a eu une hype, on va dire avant Covid. On voyait pas de plus en plus de demandes de partenariat avant Covid, parce que c'est vrai que sur la Malaisie, il y avait très peu de contenu. On était, on va dire, dans les premiers à un peu démocratiser le voyage vlog en Malaisie. En plus, on avait Timio qui avait 1 an. On le mettait dans le sac à dos, on partait faire de la rando dans les rivières et tout. Ça a toujours donné en fait confiance aux gens quand ils nous ont regardés. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de contacts pour des collabs et tout. Et ça s'est estompé fortement après Covid. Après Covid, là, je sais pas si tu vois, on n'a plus de demandes de partenariat. J'en reçois de temps en temps, mais je réponds pas forcément non plus. Vous y prêtez pas trop attention. Pas tant que ça. Vraiment un truc elle va me dire ça peut être cool. Ouais, j'ai fait une fois, j'avais écrit un article de blog pour une agence alors c'est une agence de voyage qui organise des mariages vraiment traditionnels au Japon. Donc j'avais écrit un article de blog pour ça. Bon, ça m'a rien rapporté, évidemment. Mais, mais c'est du travail sur le long terme. Mais voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais non, c'est voilà, ça fait pas partie vraiment du business model. Et c'est quoi votre public? C'est qui que vous ciblez? Est-ce que vous avez une cible particulière sur votre communication? Ou bien vraiment, tout le monde peut vous contacter? Tout le monde, en fait. J'ai organisé quasiment 300 voyages maintenant. Alors, le profil, c'est beaucoup des familles, puisqu'on voyage en famille et voilà, c'est eux qui vont nous contacter en priorité. Après, j'ai eu des couples retraités, des backpacks, des copains, enfin, ensemble. Alors, les backpacks, plus au début. Plus au début, puisque mes tarifs étaient vraiment abordables pour eux. Maintenant, c'est vrai que puis les backpacks maintenant se débrouillent un petit peu avec les réseaux sociaux, chose qu'on faisait nous aussi. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était moins de 100 € l'organisation de voyage, mais on démarrait. Maintenant, ça a changé. On a investi dans une plateforme. Le client, il est accompagné du début à la fin. Il arrive, dès qu'il a payé, il a accès à cette plateforme et il voit les choix qu'il peut... voilà, j'ai fait comme une espèce de blog, en fait, où il y a une fiche par destination, avec une description hyper détaillée. Le client sélectionne s'il veut partir dans cette destination-là. Donc, il y a plus de 25 destinations on a testées. Donc, on a chargé la base de données, en fait. Voilà, on a fait une base de données géante avec toutes ces destinations-là, toutes les infos sur les destinations-là. Et puis, donc, le client a juste à cliquer, en fait. Je veux aller là. Je veux aller là, ça m'intéresse. Et en général, il va choisir 8 à 10 destinations. Et là, son rôle va commencer à rentrer en jeu. Il va dire, attention, là, la période n'est pas bonne. Là, ça fait trop d'étapes. Là, il faut faire ci. Là, les deux là, c'est compliqué. Donc, c'est ça que ça. En fait, le but, c'était donc, on a investi l'année dernière. On a très peu communiqué sur les réseaux sur le sujet. D'accord. Mais ça apparaîtra dans les futurs réels qui vont venir.
parce que maintenant c'est fluide. Oui, parce que c'est vrai que ça a mis quand même du temps. Hein. Ça fait quasiment maintenant 1 an que je travaille dessus. Maintenant, elle est opérationnelle. Ouais. On va pouvoir communiquer. Plateforme plus application pour les clients. C'est-à-dire qu'ils ont une application mobile à la fin. Une application. Ils reçoivent leur roadbook dessus. Ils reçoivent leur roadbook avec tac, tac, tac. Alors, jour 1, on en est là. Voilà, avec la date, l'hôtel, etc. Donc, c'était l'idée Ça, d'avoir. je crois que c'est unique, hein, parce que j'ai jamais vu ça avec une application. Bah, c'est ça. Le truc, c'est d'avoir une plateforme où ils sélectionnent leur choix, un récap, donc via un roadbook, donc PDF, mais aussi via une application où ils peuvent aller de trucs. Ils cliquent, hop, sur l'application, tac, tac, tac. Ils savent ce qu'ils vont faire le lendemain. 3 jours à Redang, machin. Il fait, ah bah tiens, il y a la vidéo il y a leur vidéo. Tu peux cliquer directement sur le lien et tu retrouves le top 10 des choses à faire à Redang. Donc on a lié l'application avec les vidéos qu'on avait faites avant. Ça permet d'avoir, genre le soir, t'es à l'hôtel, tu sais pas quoi faire. Tu regardes, ah bah il y a ça, bah tiens, le top 6 des plages à Perenciane. Ah bah ça permet de. Pas le travail. C'était énorme, ça a duré 1 an. Ah ouais. Moi j'ai rien fait. Et je devenais folle en plus, parce que c'est pas du tout mon domaine. Donc remplir des tableaux Excel énormes, c'était pas mon domaine. Mais on s'est fait aider. Une société à Paris qui nous a aidé à faire ça. Cette société nous a bien aidé et là c'est prêt. Et l'objectif de ça, parce qu'il y avait un intérêt, c'était arriver à gérer. Donc, elle était un maximum. Oui, parce que ça qu'on parlait du temps de travail. Bon, c'est vrai que je passais quand même beaucoup de temps pour chaque client. Donc j'étais limitée sur la prise de clients par mois en fait. Ouais, j'imagine. À un moment donné, ça me faisait même stresser d'en prendre trop parce que c'était ingérable en fait. 10 clients, on était à 10 clients max. Max. À 12, elle avait la tête sous l'eau, elle s'en sortait plus. Mais pour absorber décembre, janvier, février, mars, ce sont quand même des super mois où vraiment le chiffre d'affaires en fait il rentrait fort. On s'est dit elle a commencé à refuser. Et moi, je dis, ah non, c'est pas possible. Là, je dis, non. Et je refusais parce que je me sentais pas. Je lui dis, c'est tellement dur dans les périodes juillet, août, septembre, d'avoir 2, 3, 4, 5 clients que quand on a 10, 12 et que tu commences à fermer les portes, c'est pas possible. Et là, je dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Il manque à gagner au final. Ah, de fou. Et donc là, je dis, il faut qu'on fasse un truc pour lisser ton tuyau. Les échanges d'emails pendant 3 semaines avec les gens qui répondent pas. J'ai pas eu vos choix pour ça parce qu'en fait, à la fin, il y a beaucoup d'échanges. Il faut qu'on lisse le tuyau. Et donc là, on s'est fait aider. On a une plateforme fluide qui marche, qui permet, on va dire, entre guillemets, de gérer un client Ça m'a fait vraiment gagner quasiment la moitié du temps. Combien de temps t'arrives à... En général, un client, je mettais... c'est inquantifiable, hein, les échanges de mails et tout ça, mais sur la production en elle-même, 8 à 10 heures par client. Waouh. Là, je pense que je suis passée à 5 heures. J'ai pas refait mes calculs. 4-5 heures, ça va passer. Est-ce que c'est une application que vous donnez une fois que vous avez signé, ou bien c'est une application open source où les gens peuvent... Non, c'est une fois que les clients ont signé. D'accord. Ils ont signé, ils ont accès à la plateforme et après ils reçoivent leur application. Mais l'idée, on y a pensé à avoir une application open source et c'est un peu une des choses qu'on voudrait faire. C'est toujours dans mes projets. Dans le futur, oui. Moi, je rêve d'avoir une application Deglingo Team Malaisie où avec une carte interactive. T'as une carte interactive, t'as la map, t'arrives, t'es positionné sur la map, bam, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 restaurants qu'ils ont recommandés juste là à 300 mètres. Un truc un peu comme ça. Donc c'est toujours dans mes projets, mais moi c'est pas mon boulot. J'ai pas le temps de faire tout ça. Mais c'est un développeur, hein, clairement, qui doit faire le fait d'avoir déjà une trame d'application pour les clients, ça permet d'aller plus loin derrière. Mais il faut que, c'est pour ça qu'on investit dans la plateforme, pour prendre plus de clients, grossir un peu, avoir un peu plus de budget pour créer des choses. Faut que les gens s'en rendent compte de ce que c'est, parce que la Malaisie, c'est encore un terrain à découvrir. Et le fait de perdre du temps à découvrir des bons endroits, ça vous fait perdre énormément d'argent, énormément de temps. Et surtout que sur une durée de temps limitée, limite, vous n'avez pas le droit à l'échec. C'est ça. Il faut avoir la bonne information au bon moment. Et aussi, ce qui arrive parfois en Malaisie, c'est que le temps, des fois, n'est pas au rendez-vous. Donc maintenant, une fois que le temps n'est pas au rendez-vous, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux profiter? Tu vas sur les Perencianes, il pleut. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux... Vous avez des solutions pour ça, pour essayer pour rebondir assez vite, pour reprévoir quelque chose d'autre derrière, sans pour autant... Après, il y a les périodes qui sont recommandées. Alors, c'est sûr que je vais pas les envoyer aux Perencianes tout début mars, quand il pleut encore. Donc ça, c'est aussi mon boulot de les envoyer, de leur dire... Il y en a plein qui forcent, mais je leur dis, c'est vous et votre chance, en fait. Nous, on est déjà allés à Langkawi en plein mois d'octobre. On a eu de la pluie toute la semaine. Mais c'est... Il y a un risque dans la météo, mais il y a des plans safe sur la météo que elle recommande en amont. Quand tu t'y prends 6 mois à l'avance, franchement, après, il peut toujours avoir une journée de pluie, mais ça reste quand même limité.
Là, j'ai vu que là, sur les réseaux, sur TikTok, j'ai vu que le 4 avril à Perentiane, apparemment, il y avait un déluge. Un carnage, oui. Et tous les gens se plaignaient en fait du 4 avril à Perentiane cette année. Il y a plus. Oui, ok. Mais après, c'est comme par exemple Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, nous, on a quand même une météo particulière où, par exemple, le matin, il fait super beau, l'après-midi, il y a des orages. Donc là, je vais les conseiller sur les activités en leur disant, faites plutôt ces activités-là le matin et gardez plutôt ce type d'activité d'intérieur l'après-midi. Donc là, je vais être là aussi en coach toujours, en leur disant, voilà comment vous pouvez gérer votre emploi du temps, quoi. Et si je peux me permettre, à partir de combien, ok, on a un budget, on a assez d'argent pour faire, comment dirais-je, 2-3 000 euros, on va dire, par personne, sur un voyage de 2 semaines, combien on doit rajouter pour solliciter vos services et avoir justement tout cet accompagnement? Et est-ce que vous avez plusieurs types de packages est-ce que vous avez plusieurs formules plutôt? Comment ça se passe en fait une fois qu'on veut se faire accompagner? Effectivement, on avait des formules sur la durée, donc on avait des packages 7, 14 ou 21 jours. Et finalement, on est passé sur un tarif journalier. D'accord. Parce qu'on s'était dit pour les gens qui, par exemple, ne partent que 11 jours, ils vont pas payer 14 jours, alors que ils ne partent que 11 jours. Ça, et donc, on a trouvé que c'était plus adapté, en fait, d'avoir un tarif journalier. Comme ça, les gens me prennent autant de jours qu'ils ont besoin. Après, moi, j'aime bien quand même gérer le circuit entier. Parce que justement, j'ai déjà fait vous me prenez 4 jours par-ci, par-là, et puis après, il faut raccorder tout. Il y a beaucoup d'erreurs. Et là, c'est compliqué. Et après, c'est moi qui gère les erreurs. Donc, le prix, c'est 30 euros par jour. Voilà, c'est un tarif fixe. Donc, 14 jours, ça fait 420 euros. Ça reste sur, on va dire, une famille qui voyage, on va dire à 4. Par personne ou par voyage? Non, c'est pour les voyages complets. Donc, on soit un. Après, je me limite. C'est vrai que pour 2 familles, ça devient compliqué aussi. Ouais. Donc, je réadapte peut-être un peu mon tarif en fonction de la demande aussi. 2 familles pour être clair, 2 familles qui font le même circuit. Ouais. Qui sont partent ensemble. Voilà. Ouais. Par exemple, 9 ou 10 personnes qui partent ensemble. Je peux réadapter en fonction de leur demande. Après, qu'ils soient 1 ou 6, ça change rien. Ça change rien, en fait. Moi, je m'attendais à beaucoup plus. Hein. Non, c'est même pas le prix d'une nuit, quoi. L'idée, c'est, imaginons un voyage en Malaisie, hors billet d'avion, parce que là, ils gèrent leur truc. Imaginons que sur place, ils en aient pour, on va dire, 4 000 euros. Ça peut arriver, les hôtels, 4 000 euros de dépenses entre les hôtels et tout. À la fin, il reste 14 jours. C'est, on va dire, 10% en plus, quoi. Ça va être 400 euros, 400 euros de dépenses en plus, ce qui est ultra modéré. Et ce qui reste très différent d'une agence, qui, on sait que ça charge beaucoup plus fort, mais le service n'est pas le même. Ils réservent tout de A à Z, ils font leur truc. Nous, ça reste du ultra personnalisé, sur mesure. On a trouvé notre public, parce que on est dans une génération, en fait, on va dire, les plus vieux, on va dire, entre guillemets, auraient tendance à passer en agence. Pack, tout inclus, ou notre génération, on va dire les 30, 40, 45 ans, un peu plus, je me débrouille, je vais regarder à droite, à gauche, mais en Malaisie, on est vite perdu sur les informations, quoi. Et donc, ces gens-là, c'est vrai qu'ils disent, 400 balles, 500 balles, ça reste, on va dire, 4 fois moins cher qu'une agence, en gros, pour si on considère la marge. Et nous, ça nous va très bien. Elle est capable de le gérer. Ils ont un profil, on va dire, particulier, parce que c'est Didine qui les gère de A à Z aujourd'hui. Entretien visuel, FaceTime pour discuter du projet. Oui, c'est ça. Au début, je fais une petite visio de 20 minutes, 20-30 minutes pour prendre toutes les informations. Et puis après, comme je leur dis, c'est soit vous partez avec moi, soit vous partez pas et on s'arrête là. Et ça, c'est gratuit, la visio? La visio est gratuite, oui. C'est un appel découverte. Toujours 30 minutes gratuit. On a de tout, hein. Ça vient prendre des infos. Ça vient prendre des infos. Alors, c'est vrai que des fois, j'ai des projets qui sont très clairs. Les gens ont déjà leur billet d'avion et c'est bien. Et puis après, j'ai des gens qui savent pas, qui partent pour dans 1 an, qui savent pas éventuellement. Donc, là, je leur consacre quand même du temps, mais je leur dis, recontactez-moi quand le projet est plus clair. Ou alors, j'ai des gens qui, juste veulent des infos gratuites. Ouais. Et c'est là où j'ai du mal, en fait, à juger avant. Trop gentil. J'ai du mal. Trop gentil. Mais après, la magie de YouTube, c'est que il y a un closing naturel sur les gens, ils nous ont vus, ils ont confiance, ils nous apprécient plus ou moins, en général, ils nous aiment bien s'ils prennent le contact, et ce qui fait que ça permet de conclure beaucoup plus facilement. Elle a pas vraiment un gros taf de commercial à faire. Parce que je suis pas vendeuse, en fait, je suis pas commerciale de base. Et ça, en fait, elle fait du 30 à 40% sur le closing. Donc, ça reste très bien, en fait. Sur 10 personnes, il y a 3-4 qui concluent. C'est très bien. Là où, dans certains trucs, on est à... Parce que c'est vrai que ça, c'était une partie que j'avais peut-être éventuellement pensé déléguer, du fait du décalage horaire et tout ça, parce que je les appelle souvent en fin de journée.
Mais je me suis dit, est-ce que ça vendrait autant si c'était pas moi? Parce que même si je suis peut-être pas commerciale. Les gens sont contents. Les gens, ils sont contents de m'avoir au téléphone. Ils t'ont, entre guillemets, vu sur YouTube, ils la voient, ils sont contents. Ils font, Adeline, vous êtes là et tout. Et les enfants, ils sont là et tout. Ouais, les gens, ils demandent, en fait. Les enfants interviennent dans la visio, parfois. Il y a un côté familial que tu peux pas, Mais c'est vrai que cette barrière-là, elle peut être aussi trop, en fait, on rentre dans l'intime un petit peu. Ouais. Et vous, ça vous dérange ou pas? Ou vous êtes OK avec? Bon. Parce que c'est vrai qu'en vous voyant sur les réseaux, et surtout que Adeline, je me rappelais quand il y a 5 ou 6 ans, quand on t'a contacté, tu étais archi disponible et tout. Et j'imagine, si tu l'as fait pour nous, du coup, tu aurais pu le faire avec n'importe qui. Et donc, du coup, ça, tu arrives à gérer. C'est sa force. Moi, de ce côté-là, ça me dérange pas. Force. Ça me dérange pas de. Oui, le côté intime, bon, c'est pas ce qui me dérange. Non, c'est sa force. Elle répond à tout le monde. On essaye. Je m'efforce vraiment de répondre à chaque message. Insta, Facebook. Bon, YouTube, j'y vais pas trop. mais voilà, les mails. On l'a fait énormément pendant des années. On essaie d'aider un maximum. Plusieurs heures par semaine. Il y a des messages super touchants. Voilà. Des fois, on voit aussi le ton des messages, quoi. Oui. On essaye de répondre à tout le monde parce qu'on estime que voilà, c'est pas évident. On n'a pas un intérêt financier derrière chaque réponse, mais on sait que pour moi, c'est important de répondre à tout le monde et parce qu'à la fin, tu as une image positive autour de toi et ça rapportera. Et puis les gens parlent autour de nos services, en fait. Mmh. Même s'ils nous prennent pas forcément une prestation. Ça fait de la pub. Voilà, c'est ça. Ils vont en parler à un cousin qui va partir, par exemple, ou. Bon, après, voilà. Puis après, du coup, on est passé sur M6, quoi. Là, vous avez un truc. En fait, c'est drôle parce que là, autant YouTube, c'est sur du long terme. Autant M6, c'est de l'instantané. Parce que ça passe le dimanche soir à 19h. Bam, on a vu là, bam, bam, bam. Bon, les abonnements YouTube, les abonnements Insta. Parce qu'il y a eu plein de rediffs sur plusieurs mois. On a pris quoi? C'était quoi? 1000 abonnés sur Insta et 300-400 sur YouTube. En instant, ça fait bam, bam, on a vu ça. La demande de réservation sold out en 2 minutes. Tu vois? En 2 minutes. Et après. Alors, par contre, c'est vrai que ça m'a apporté une population différente. Beaucoup plus âgée, retraitée, avec beaucoup plus d'argent. Ouais. Donc, des demandes beaucoup plus exigeantes. Beaucoup plus qualitatives aussi pour toi. Beaucoup plus qualitatives. Oui, chiant. Pas forcément plus agréable. Ah bon? Parce que moi, de mon expérience, c'est pas parce que c'est plus cher que tu auras des gens plus relous, quoi. Moi, j'ai l'impression justement l'inverse. Celui qui a un budget un petit peu plus serré, il va essayer de plus gratter les choses que. Je sais pas. Il y a plein de trucs. En fait, nous, il y a plein de trucs. Il y a tellement de profils différents. Il y a les profils, nous, des gens qui nous suivent sur YouTube. On leur dirait A, ils diraient A. Ils négocieraient pas, il n'y a pas de problème. Ils suivent vraiment tout ce qu'on dit. Vraiment. Ouais. Et il y a les gens qui ne nous connaissaient pas, donc qui nous ont vus sur M6 où on nous a recommandé. Et ces clients-là, en fait, ils n'ont pas ce petit truc au fond d'eux où ils nous aiment bien. Ouais, cette petite confiance. Cette petite confiance. Et ça, ces gens-là, ils sont beaucoup plus méfiants. Et ils challengent beaucoup. Ils challengent tout. Ouais. Ils sont pas sûrs. Mais t'es qui, toi, en fait, pour nous commencer sur la main? En fait, on sent vraiment cette différence-là. Et c'est vrai qu'un abonné YouTube, il est beaucoup plus facile, on va dire, à convertir en client final que quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qui a été recommandé. Beaucoup plus facile à convertir, mais aussi après, quand il est devenu client, il est beaucoup plus facile à gérer. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que donc la clientèle M6 est beaucoup plus compliquée. Moi, en tout cas, ce que je peux vous recommander, c'est d'augmenter les prix parce que ça va filtrer, tu vois. Et en fait, peut-être savoir, par exemple, moi, des fois, sur mes activités, je propose où est-ce que vous nous avez découvert et ensuite, tu peux calibrer derrière. Si tu viens de YouTube, forcément, on peut être... si tu me dis, on vous a vu sur M6, du coup, tu sais que... c'est plus cher. On l'a dans le questionnaire. Pas plus cher, mais peut-être tu peux facturer un peu plus les services que tu fais d'habitude gratuits. Oui, d'accord. Par exemple, tout ce qui est consultation, 15 minutes. Ok, si ça dure 1 heure, t'es gentil, mais tu vois. Parce qu'on essaye de couper à 30 minutes. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Hein. Le closing, 30 minutes. Ils ont tellement de questions. Et puis, toi, c'est comme là, on commence à parler de l'appui et de beau temps et ça finit à. Mais des fois, quand on passe un bon moment, moi, ça me dérange pas. Des fois, j'ai des consultations de 1 heure. On peut déborder jusqu'à 2 heures. Ouais. Mais parce qu'il y a. Moi aussi, je prends du plaisir, en fait. C'est ça. Mais parfois, je peux comprendre que ça peut être compliqué. Non, mais après, sur les tarifs, y a pas de... pour l'instant, ça va. Non, c'est vrai que les gens ne discutent pas trop. Ils trouvent pas que ce soit trop cher ou pas assez cher. Ils sont plutôt satisfaits. Ça négocie un petit peu de temps en temps. On évalue au cas par cas. Mais non, pour l'instant. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui partent avec un budget vraiment très serré. Ouais. Donc là, bon,
je juge aussi. Le truc un peu toujours embêtant, c'est que une famille de 4 qui vient en Malaisie, ils vont prendre billet d'avion, hôtel, machin. Allez, on va dire, ils ont pour 7 000 € pour 4 parce qu'ils ont pris un truc. À la fin, elle va demander 400 € et ils vont venir gratter 30 €. Ils doivent payer avant ou après? Toujours avant. Bon, Toujours avant. Parce que je donne accès à la plateforme. Accès à la plateforme, Okay. tout de suite, prise en main, application, ça. Donc, ils payent avant, ce qui paraît logique. Mais ça, des fois, on se dit, bon, tu mets un truc sur un truc à 7 000 €, tu viens gratter 30 €, tu dis, ah, mais là, en fait, j'arrive un peu tard le premier jour à l'aéroport. Est-ce que vous pouvez pas me compter les 30 € du premier jour? Disons que je peux accepter, mais ça dépend le contact que j'ai eu avec eux. Ouais, parce que tu dis, ouais, bon, ok, 30 € sur un voyage à 8 000 €, bon, j'ai juste besoin de vivre aussi, tu vois, c'est ça aussi, en fait. Il y a des bons mois où tout va bien, il y a des mois où ça reste plus, il y a des mois creux, c'est bien creux, quoi. Hein. Donc, mais là, l'idée aujourd'hui, donc, de la plateforme, c'était d'arriver à pouvoir gérer jusqu'à 20 clients par mois. Et à lycée, surtout tout au long de l'année. Exactement. Oui, voilà. Et arriver à lycée. Problème de saison. Arriver à lycée, c'est ça le plus. Demain, si c'est lycée, franchement, ça sera parfait. Et on va travailler sur le lissage, là, à partir de maintenant. On est en train de travailler sur le lissage. Le tuyau, là, il est prêt à absorber jusqu'à 20. Et le but, c'est de lisser. Je suis prête. Et s'il faut se faire aider après pour absorber les 20 et être plus tranquille et tout. L'idée, c'est de scaler un peu le business, d'arriver à monter une étape. Donc là, on travaille dessus. Là. C'est super. Donc là, sachez que si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller. Les demandes. Et si je vous demande de me donner 3 ou 4 tips, des vrais tips, 3-4 endroits à ne pas manquer, des choses en dehors de Kuala Lumpur, les Petronas Tower, etc., des petits secrets pour faire un bon voyage. Alors, moi, le coup de cœur, vraiment Batu. Si vous avez le budget pour y aller, franchement, c'est top. Batu. Ça reste. Nous, on a fait nos 10 ans de mariage là-bas et ça reste vraiment le plus bel hôtel qu'on ait fait en Malaisie et le plus bel endroit qu'on ait fait en Malaisie. Moi, c'est le truc avec Okinawa au Japon, Batu, j'ai tellement adoré. Ouais, c'est hôtel privé sur une île. Seul au monde. Magnifique. Franchement, on a la vidéo sur le sujet d'ailleurs. Pas secret, mais c'est disponible, mais c'est incroyable. Après, un autre endroit qu'on a vraiment adoré, c'est notre escapade en bateau à Belum, dans la jungle. Incroyable. Alors, c'est pas donné à tout le monde de le faire parce que c'est vrai que nous, on a fait ça avec un grand groupe. Donc, c'est vrai que pour une famille de 4 qui part, c'est quand même assez cher de le faire. Plus on est, mieux c'est. Oui, bien sûr. Si on part à 15, c'est parfait. Mais c'est un bateau, il faut comprendre le truc, c'est un bateau maison. Il y a jusqu'à 20-25 couchages dedans. On vit sur le bateau pendant 3 jours. Il n'y a pas de téléphone portable. Pas de réseau. Pas de réseau. Pas de réseau. Donc, il n'y a pas tout le monde est sur TikTok, sur machin. On est connecté avec la nature. Ouais. On a la chance de pouvoir voir un éléphant à chaque seconde. Et en journée, en fait, tu pars sur un bateau faire de la pêche au Ottoman, là. Comment ça s'appelle? Genre de petites pirogues, là. Non, comme ils font dans Koh-Lanta, là. Les raftings, non? C'est pas ça? Avec le bambou, la plateforme. Comment ça s'appelle? Comme une planche comme un surf. Comme on a fait, oui. Tu te mets dessus et puis tu plonges dans le lac, en fait. Oui. Okay, ça s'appelle du rafting, non? Je sais plus. Non, c'est du rafting, c'est un bateau avec du courant. Là, le lac, il bouge pas. Il est plat. 3 jours. 3 jours, ouais. On est parti 3 jours de Vous avez fait une vidéo sur ça? Bien sûr. Oui, on a une vidéo. Et il y a tellement, en fait, sur notre chaîne, t'as des vidéos, genre, t'as la vidéo la plus pourrie de la chaîne, presque. Elle est vieille. Ah, c'est le top 5. C'est le top 5 des îles en Malaisie. Elle a 1 million de vues, la vidéo. Ce qui est absurde. 1 million de vues. T'as tout un tas de vidéos qui marchent bien, 20, 30 000, 40 000, 50 000, très bien. Et t'as des vidéos cachées, 700 vues, 300 vues, 1000 vues, 500 vues. Tu vas sur ça, tu te dis, mais c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait sur ce bateau-là. T'as une expérience unique. Et c'est là, en fait, c'est posé, tranquillement, caché au fin fond de YouTube. Okay. YouTube, les gens, ils regardent les dernières vidéos, mais ils regardent pas forcément les trucs. Et il y a 330 vidéos, je crois, sur la chaîne. Wow. Elle est cachée dedans. L'expérience est folle. On a fait de la pêche avec Titi. On est parti sur un bateau. On balançait notre moulinet et tout. T'es là, en fait, t'as des aigles qui passent. Franchement, c'était une dinguerie. On était vraiment dans la nature, au milieu des animaux. Magnifique. Expérience à faire. Tu peux louer le bateau, privatiser. Tu fais 3-4 familles vont dessus. Ça reste très modéré. Je me rappelle plus des prix, mais c'est très correct. L'expérience est folle. Et t'es au milieu t'es à la frontière de la Thaïlande et de la Malaisie. Ok. C'est vrai que... Et à Kuala Lumpur, on va dire c'est là où il y a le plus d'attractivité. Ouais. Une pépite à Kuala Lumpur. Il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup. Ouais. Une seule. Moi, j'aime bien le côté les tours, quoi. Aller en hauteur. Super. Waouh, pépite, toi. Les trucs merci d'être venu. Bon, au revoir. Allez, experte en Malaisie. Ah oui, un rooftop. Pourquoi pas dîner sur un rooftop. Un bar sur un rooftop.
Moi, j'aime bien le W Hotel, parce qu'on a vraiment les tours Petronas. W, très bien, parce que Petronas. Après, bon, le Banyan Tree, le Vertigo, ça reste la plus belle vue pour moi. Les EHPAD, l'expérience de ouais, mais la vue est moins sympa que Vertigo, franchement. Masterclass. Franchement, t'amènes là-bas. J'ai amené ma mère l'année dernière, je suis revenu. T'as le petit frisson, quoi. C'est là, c'est le parcours, tu regardes à droite, à gauche, tu dis, waouh. T'as la vue sur les tours, ça envoie, mais de fou, quoi. Ça envoie de fou. Et Vertigo number one. On avait fait un top 5 des rooftops en vidéo, et on a déjà mis Vertigo à l'époque, et on en a refait plein. Et ça reste toujours masterclass. Ok, super. Alors là, peut-être un autre toit, peut-être. Non, c'est bon, vas-y, très bien. Après, faut pas trop en dire. J'aime beaucoup la vidéo. Sinon, on va pas te contacter. Alors là, on va juste faire un petit quiz pour essayer d'en découvrir plus sur vous. Alors, est-ce que vous êtes plutôt plage ou jungle? Plage. Vous êtes pas d'accord? J'ai peur des animaux, mais j'aime bien la jungle. Super. Peur des araignées, des moustiques, des sangsues. Ok. Est-ce que vous êtes plutôt marché de nuit ou rooftop branché? Mais là, je pense que j'ai compris. Rooftop. Rooftop. Clairement. Ouais, rooftop. Ok. Plutôt Chongman ou Langkawi? Langkawi, Langkawi, ça a bien changé, ouais. J'aime bien Langkawi. Langkawi est bien parce qu'il y a Langkawi. beaucoup plus d'activités, je trouve. En fait, Langkawi, sous-côté. Ça reste sous-côté. Ça reste encore sous-côté. Les gens, ils disent, ah, bah, c'est pas aussi bleu que Perencian, c'est moins bien. Non, mais mais franchement, en fait, à Perencian, au bout de 3 jours, tu t'ennuies. Langkawi, tu restes 15 jours, en fait, tu peux toujours faire quelque chose. Ouais. C'est, pour moi, sous-côté de fou, Langkawi. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez switché sur le thé tariq ou vous êtes resté sur le café? Café. Café. Ouais, café. Trop de sucre, trop compliqué. Ouais, trop de sucre en Malaisie dans les boissons. Ok. Bah, je pense qu'on va clôturer sur ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire une dernière, le mot de la fin et surtout peut-être expliquer aux gens comment vous contacter, sur quel, parce que je pense que sur YouTube c'est un petit peu compliqué à gérer. Ouais, c'est pas fou, Ouais, puis vraiment, moi, j'y vais pas pour le numéro Non, de mais téléphone ou... Non, mais on a un site internet. Site internet, www.ladeglingoteam.com, où dedans, en fait, prise de rendez-vous téléphonique 30 minutes avec Didine gratuit pour un voyage, création de voyage, organisation sur mesure. Après, par mail aussi, du coup, Par mon adresse email, mail apparaît sur le et site puis internet. le plus Puis commun, les réseaux sociaux, messages Insta, on répond à tout le monde. Et on a une ouais. page Facebook, pareil, 3-4 000 personnes, avec un groupe où on a eu des forums de discussion aussi, où on répond pas mal. Mais voilà, ouais. L'idéal pour quelqu'un qui veut solliciter vos services, ça reste quand même le site internet, C'est l'adresse le mieux. email. Ouais. Le site internet. Il y a un petit prise de rendez-vous, 30 minutes téléphoniques. Boum, il y a un petit questionnaire à remplir pour le projet, pour savoir si le projet est intéressant et tout. Et après, voilà, une petite visio avec Didine, c'est assez fluide. Hein. Ouais. Et du coup, plutôt s'y prendre 5, 4 mois, 6 mois à l'avance. Au moins 6. Pour l'été, je dirais. Okay, pour l'été, au moins 6 mois. Il y a quand même des programmes tout au long de l'année. On peut venir toute l'année. On peut venir toute l'année sans problème. Après, il y a aussi la période de décembre-janvier qui est très bien. Ouais. Novembre, c'est pourri. Novembre, c'est pour moi élu le pire mois de l'année en Malaisie. Il pleut tout le temps. Ouais, c'est pas ouf. Franchement, novembre, je dirais qu'il faut... mi-octobre jusqu'à... on peut techniquement venir tout le temps, mais novembre, ça reste... à quoi là, c'est l'enfer. On a eu 2 fois de la famille qui sont venus nous voir en novembre. C'est vrai qu'ils ont eu de la pluie tout le temps. Ouais. Ok. Seulement. Mais bon, j'ai fait des réels avec la météo, mois par mois. Monsieur Météo. C'est important la météo. T'es passionné de météo. Est-ce que j'ai oublié un truc qui pourrait être hyper pertinent non, sur votre... Non, je suis fan de cascade, mais c'est tout. Et le foot. Et le foot. Je suis fan de foot et de cascade. Ok. Bah, en tout cas, je vous remercie pour votre présence, d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup. C'est votre emploi du temps, il est assez serré. C'était, du coup, maintenant, c'est Expat en Malaisie. Je bug un petit peu. Et merci pour d'avoir visionné la vidéo. Et si vous souhaitez les contacter, j'essaierai de mettre je vais mettre toutes les informations en dessous dans la description. Merci. Merci. Amine. Merci. Ciao. Super.